salle du XVIIIe siècle. Alors là, nous avons peu d'objets, mais chaque objet raconte quelque chose de bien précis. Par exemple, le tableau qui représente la caserne de Courbevoie. Pourquoi cela? Pourquoi Courbevoie? Eh bien parce que au milieu du XVIIIe siècle, il y a de très gros problèmes entre soldats suisses et soldats français. Vous savez que les soldats suisses sont logés chez l'habitant et qu'après leur service, le soir, ils sortent. Ils vont dans les rues de la ville, ils vont dans les auberges, ils boivent, etc. Peut-être un peu trop. Et puis, dans ces auberges, ils rencontrent des soldats français qui, eux aussi, boivent un peu trop. Et comme les soldats français sont jaloux des Suisses parce qu'ils sont mieux payés qu'eux, eh bien, il s'ensuit des bagarres. Bagarres qui se terminent souvent dramatiquement puisqu'on va relever plusieurs morts. Alors Louis XV va prendre la décision de cantonner les Suisses dans des casernes. On va quitter l'habitant et il va construire autour de la capitale 4 grandes casernes militaires pour loger les Suisses. Alors, c'est des casernes magnifiques, hein, c'est pas de vulgaires petits cantonnements, avec un champ d'entraînement, etc. La maison des Suisses, toujours un petit peu à l'extérieur de la caserne, où les Suisses ont le droit de pratiquer leur commerce et où ils ont eu leur auberge pour boire entre eux, d'où l'expression « boire en Suisse », hein, qu'on connaît un peu comme ça. Alors il y aura des casernes comme ça un peu dans toutes les grandes villes du royaume. Mais les choses vont aller un peu mal en France, dans le sens où sous Louis XV, il y a encore la guerre de 7 ans qui se termine en 63, en 1763. Et après, il y a une période de répit dans le royaume. Et ces Suisses, ils sont toujours 25 000 au service de Louis XV. Qu'en faire? Alors on va les occuper plutôt à des travaux de génie, construction de routes, assèchement de marais, etc. Ils sont toujours payés, mais bon, ils s'ennuient un petit peu. Et puis, dans le peuple français, c'est un peu la catastrophe, parce que depuis le traité de paix qui a mis fin à la guerre de 7 ans, la France a beaucoup perdu. Elle a perdu toutes ses îles à sucre, etc. Le royaume est un peu en difficulté financière, et il y a des révoltes qui montent du peuple, etc. D'autant plus que pendant plusieurs années, il y a des hivers épouvantables, des catastrophes climatiques, des étés où il pleut constamment, donc les récoltes sont complètement pourries, etc. Et cette mauvaise humeur populaire va aboutir à la catastrophe de la Révolution française. Je dis catastrophe d'un côté, ça peut être aussi quelque chose de bien, mais pour la royauté, c'est une catastrophe, puisque le roi, il va y perdre sa tête. Alors là, l'histoire est un peu compliquée parce qu'on va retrouver les Suisses un peu dans les deux camps. Il y aura toujours des Suisses qui vont défendre le roi, les grands régiments suisses. Et puis, il y a aussi des personnages un peu plus douteux qui, à titre personnel, vont s'entremettre dans la Révolution et participer à la Révolution. Pourquoi? D'où viennent ces personnages? Eh bien, on sait qu'en 1782, il y a eu une révolution à Genève, où les bourgeois ont chassé les aristocrates, les patriciens du pouvoir. Pas pour longtemps, puisque ces patriciens ont fait appel à quelques cantons suisses, Zurich, Berne, et puis au roi Louis XVI pour qu'il vienne leur aider à se rétablir au pouvoir. Et ceux qui ont voulu faire la révolution, ces bourgeois qui ont tenté cette révolution, sont chassés de Genève et vont se réfugier à Paris. Alors là, on retrouve des noms qui sont des noms de rues d'ailleurs à Genève. Étienne Dumont, Étienne Clavière, Antoine Durovray, etc. D'un autre côté, on a des Peteraux de Bâle, encore quelques-uns d'autres cantons, qui se retrouvent à Paris et qui vont rencontrer les futurs révolutionnaires français, tels Mirabeau. Par exemple, plusieurs des discours de Mirabeau sont écrits par Étienne Clavière, par ces Suisses qui sont réfugiés à Paris. Et puis il y en a un autre, Jean-Paul Marat, le Neuchâtelois de Boudry, qui lui va devenir le rédacteur en chef de l'Ami du Peuple, le journal le plus révolutionnaire qu'on puisse trouver. Donc, la révolution va commencer par la prise de la Bastille, par le renvoi de Necker le 11 juillet 1789. Curieusement, Necker, qui est pourtant un banquier, a été nommé ministre sous Louis XVI. Il n'a pas réussi à rétablir les finances. 2 fois de suite, il était 2 fois ministre,
Il était renvoyé une première fois en 1777, ensuite il est rappelé par le roi, et le 11 juillet 1789, cette fois le roi le renvoie parce qu'il n'a pas réussi son travail. Le royaume est ruiné. Et Necker est aimé par le peuple de Paris. Curieusement, je me demande un peu pourquoi d'ailleurs. Enfin, il est aimé. Et le fait de savoir que le roi a renvoyé Necker fait que la populace, alors populace c'est un mot qui n'est pas péjoratif, c'est un mot qui est employé par les littérateurs de l'époque pour parler du peuple qui se révolte. La populace de Paris va s'emparer de la Bastille qui est défendue par des soldats suisses qui vont se faire massacrer lors de cette histoire. Et puis bon, la révolution se passe, on arrive en 1792, on n'arrive toujours pas à se débarrasser du roi qui est devenu un roi constitutionnel, et le peuple décide à ce moment-là de s'emparer de la personne du roi. Le roi s'est réfugié au palais des Tuileries, il est défendu par 800 gardes suisses. Et au milieu de la nuit, du 9 au 10 août 1792, on vient aviser le roi que 30 000 révolutionnaires parisiens sont en train d'envahir le palais, le jardin des Tuileries. Alors, on dit au roi, il faut quitter tout de suite le palais avant d'être pris. Le roi va sortir par une porte dérobée, il traverse l'autre côté du jardin, il va se réfugier au jeu de paume qui abrite l'Assemblée nationale française. Malheureusement pour lui, on ne sortira jamais vivant. Mais nos Suisses n'ont pas été avertis que le roi a quitté le palais. Et donc, leur boulot, c'est de défendre le palais, défendre le roi. Et ils vont le défendre bec et ongle jusqu'à ce que plus de la moitié d'entre eux se fassent massacrer par les révolutionnaires. Et on sait que pour le roi, ça va être terrible, puisque le 21 janvier 1793, il va être guillotiné. Alors nous avons mis le portrait de M. Bachmann, Karl Leodegar Bachmann, parce que c'est un des martyrs de ce régiment suisse, des gardes suisses, puisque c'est lui qui commandait ces gardes avec un autre, M. Maillardeau. Et lui, il va être pris par les révolutionnaires, il va être jugé sommairement au mois de septembre et guillotiné. Donc c'est le seul officier suisse qui aura été guillotiné pendant la Révolution française.